On est là mon pote. Je suis là pour une vidéo exceptionnelle. Comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, si vous me découvrez. Je suis Amazir. Je viens du nord de l'Afrique, de l'Algérie plus exactement, et je suis kabyle. Si tu as cliqué sur la vidéo, tu es probablement aussi Amazir. Du Maroc, de la Tunisie, Libye, Massar. Je ne sais pas. Sache que je connais tellement de personnes Amazir et qui ne connaissent même pas l'histoire de leur peuple. Est-ce que c'est grave? Bien sûr que oui. T'inquiète pas si t'en fais partie. La vidéo est faite pour ça. J'en faisais partie aussi des gens qui connaissent pas l'histoire du peuple Amazir, alors que j'en suis un. Donc, chill. Ladies and gentlemen, préparez-vous, ça va partir dans tous les sens. Des guerres, des trahisons, des alliances, des mariages, il y aura vraiment de tout. C'est parti mon pote. Avant de rentrer dans l'histoire elle-même, il faut savoir que le mot berbère vient du mot barbarus, ou barbare, qui selon les Grecs et les Romains signifie tout peuple qui ne parle pas leur langue. Sauf que les berbères eux-mêmes préfèrent utiliser le mot amazir, ou imaziren au pluriel, ce qui signifie homme libre. Donc en résumé, le mot berbère est utilisé par les non-berbères et le mot amazir est utilisé par les amazirs, qui sont aussi des berbères. C'est la même chose, hein, amazir et berbère. Pour comprendre la suite de l'histoire, il faut connaître un minimum les différentes chronologies par laquelle l'humanité est passée. On a la préhistoire au tout début, l'Antiquité, puis le Moyen-Âge, puis nous avons l'époque moderne et plus tard et jusqu'à maintenant ce qu'on appelle l'époque contemporaine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le début des Amazirs, le commencement du peuple. La population la plus ancienne du nord africain date de la préhistoire il y a 2 millions d'années et a été révélée par des chercheurs archéologues qui portent le nom de la civilisation ibéro-mauricienne, où les hommes faisaient simplement de la chasse et de la cueillette. Des milliers d'années plus tard, cette civilisation se métisse et s'élargit tout au nord de l'Afrique qui donne un nouveau peuple, les Capsiens, appelés aussi les ancêtres directs des Amazirs. Ce sont les premiers en Afrique du Nord à domestiquer les moutons. C'était aussi le début de la fabrication de toutes sortes de bijoux où ils commençaient aussi à faire de la peinture abstraite et figurative. À la fin de l'âge de pierre, les Capsiens migrent au sud de l'Atlas tellien, au-delà de l'actuelle Batna en Algérie. Et petit à petit, jusqu'au Sahara, ils survivent jusqu'à l'âge de fer. En l'an 814 avant Jésus-Christ, il y a eu l'arrivée des Phéniciens en Tunisie et ils fondent la civilisation carthaginoise dont les Amazirs sont devenus l'élément essentiel. Durant l'Antiquité, il y a eu plein d'autres civilisations qui ont émergé d'un peu partout et avec toutes ces organisations politiques qui se créent un peu partout dans le monde, on retrouve les Roms et les Grecs, mais aussi plusieurs États indépendants au nord de l'Afrique comme les Maures, les Massaïciles et les Massiles. Et ces deux derniers, le Massaïcile et le Massil, sont des royaumes rivaux qui forment à eux deux le royaume de Numidie. Le royaume Massaïcile prend la partie occidentale de la Numidie et le royaume Massil prend la partie orientale. À votre avis, qui sont les deux rois de ces deux royaumes? Parce qu'un royaume, faut bien un roi, non? Allez, dites-moi c'est qui les rois? C'est Massi et Sifax. Eh oui, j'ai dit auparavant que parmi ces grandes civilisations, on retrouve la civilisation romaine, sauf que la seule volonté du royaume romain à cette époque, c'était de conquérir un maximum de territoire. C'était d'ailleurs le cas de toutes les autres civilisations, et les Romains pendant cette période-là étaient vraiment à leur prime, mon pote. Du coup, ils débarquent sur le territoire de Carthage, comme ils étaient juste au-dessus, et ils leur font la guerre, ce qu'on appellera d'ailleurs la première guerre punique entre Rome et Carthage, et que Rome va remporter et acquérir la Sicile après 23 ans de lutte. Après cette guerre, les Roms se sont dit, bon, là, 23 ans pour un petit bout de terrain, comment on va faire pour dominer le reste du monde? Et ils se sont dit qu'il est temps d'avoir quelques alliés. Ils se tournent vers l'Afrique du Nord et ils observent. Ils voient Sifax revendiquer les territoires du roi des Massiles, Gaïa, qui était le père de Massinissa. Donc Sifax s'allie aux Romains
et se tourne contre Carthage qui est à son tour allié avec le roi Gaïa. Et tout ce cocktail bien mélangé a créé la deuxième guerre punique qui a éclaté en Ibéria, un territoire de Carthage. Massinissa, à la tête de l'armée, défonce l'armée de Syphax et tous les Romains en Espagne. Syphax se replie dans son royaume et peu à peu, le roi Gaïa meurt. Juste après sa mort, Carthage décide de rompre l'alliance avec Gaïa et de s'allier à Syphax. Et cette alliance est scellée à l'ancienne par le mariage avec la fille du général carthaginois qui, selon certains auteurs antiques, était promise à Massinissa. La gueule du truc. De l'autre côté, Massinissa qui aide les Carthaginois va s'allier aux Romains et ainsi les Masséciles et les Massiles vont s'affronter pendant des années et ça se terminera par la mort de Syphax et la prise de Cirta qui est la Constantine actuelle en Algérie. En parallèle, l'Empire romain victorieux face à Carthage avec la contribution de Massinissa, et donc Massinissa unifie toute la Numidie et devient le roi de la Numidie. Mais en réalité, les Romains ont dit à Massinissa, c'est vrai, tu es le patron de ce territoire, mais oublie pas, on a une petite part nous aussi. À partir de maintenant, je vais vous demander un tout petit peu plus d'attention, parce que c'est un petit peu compliqué et ambigu en même temps. Il y a trop de trucs qui se sont passés d'un seul coup. Après la mort de Massinissa, la Numidie était dirigée par ses trois fils en même temps, Micipsa, Moustanabal et Gulussa, plus un général romain. Vous vous souvenez de la petite part? Durant leur règne, Micipsa, inquiet de la popularité de son neveu Jugurtha, fils de Moustanabal, il l'a envoyé au champ de bataille dans l'espoir qu'il se fasse tuer, ce qui a échoué. Grand guerrier qu'il est, petit Jugurtha. Après que Micipsa devient vieux, Rome l'oblige à adopter Jugurtha, vu qu'il fait partie des héritiers légitimes du trône, avec ses deux fils, Himpsal et Adherbal. Et bien évidemment, Jugurtha et Himpsal se disputent juste après la mort de Micipsa. Quel hasard! On s'y attendait vraiment pas. La raison de cette dispute, c'est que Jugurtha voulait restaurer l'unité du royaume et il voulait aucun Romain à la tête de son royaume. Himpsal lui dit « Ta gueule !» Jugurtha l'assassine. On rigole pas avec lui. On rigole pas. Et maintenant, il reste que lui et son cousin Adherbal. Ils se font la guerre quelques années et bim, Jugurtha l'assassine aussi. Juste après le siège de Cirta. Sur son chemin, il massacre des commerçants romains qui s'y trouvent, les Romains pas contents du tout, ce qui donna par la suite la bataille de Suthul, où l'armée de Jugurtha a détruit celle des Romains. Le conflit a duré une année jusqu'à ce que Jugurtha accepte la paix, sauf que les avis sont divisés à Rome à propos de Numide. Une partie considèrent que la Numidie doit rester indépendante et d'autres veulent que la Numidie soit une propriété du peuple romain. Pour régler ce problème, Jugurtha est convoqué devant le Sénat romain, qui est une institution politique sous les ordres de la royauté. Ils ont demandé à Jugurtha d'arrêter ses bêtises, il leur a répondu « Je fais ce que je veux ». « Ah ouais, tu fais ce que tu veux. Ok ». Juste après cet entretien, les Romains ont donné la couronne à Massiva, un cousin de Jugurtha. Je vous pose la question, même si c'est évident. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui est arrivé quoi à ce Massiva, s'il vous plaît? Évidemment, mon pote, Jugurtha l'a assassiné aussi. C'est un fou, c'est un malade. Juste après le meurtre qu'il vient de commettre, il prend la fuite. Plein de batailles se sont suivies après la résistance de Jugurtha, où les Romains ont subi beaucoup de pertes, jusqu'à ce qu'il commence à se fatiguer et il se fait repousser jusqu'en Maurétanie. Mais petit à petit, il devient évident que Rome ne peut pas vaincre Jugurtha. Ils arrivent à le repousser, mais jamais à le tuer et à mettre fin à la résistance qu'il mène. Jugurtha en Maurétanie, il se marie. Grosse erreur. Son beau-père Bocchus, qui était allié avec lui au début de cette guerre, le trahit.
et lui tend un piège dans le but de le livrer aux Romains. Ainsi Bocchus devient roi de Mauritanie et reçoit le titre d'ami de Rome. Ce qu'on peut dire nous aussi en kabyle, tout simplement, Aharkia. Peu après, les Romains placent sur le trône Goda, fils légitime de Mastanabal. Quant à notre cher Jugurtha, il meurt en se faisant exécuter en prison à Rome. Et sa mort a marqué la fin de la résistance numide contre l'expansion romaine en Afrique du Nord. À ce moment-là, la Numidie n'a plus de roi et les Romains décident de la diviser en deux. L'Occident est attribué au roi de Mauritanie et le reste sous l'autorité d'un roi de Rome. La situation continue jusqu'à la guerre civile entre Jules César et Pompée, tous les deux des Romains avec des idées différentes. Et parmi les partisans de Pompée, c'est-à-dire ceux qui soutenaient ses causes, eh bien parmi eux, il y a deux messieurs, Juba et Massinissa II, qui sont partis en guerre contre César qui a envahi l'Afrique à l'aide de son alliance avec Bocchus II, roi de la Mauritanie, ce qui mènera à l'échec de nos deux héros amazirs. Le sort de Massinissa II est inconnu à ce jour, et Juba I, quant à lui, il revient vers sa capitale à côté de Cirta, mais les habitants lui ont interdit de rentrer dans la ville, car avant de partir, il leur a dit de ne pas lui ouvrir les portes de la capitale s'il perdait la guerre. Il savait plus quoi faire, il n'arrêtait pas de réclamer de lui rendre ses femmes et ses enfants. Afin de ne pas être capturé par César, il conclut un pacte de suicide avec son ami romain. Le pacte en question est de se battre jusqu'à la mort pour qu'ils aient une mort honorable. Sauf que Juba l'a pulvérisé, il l'a tué, ensuite il a tenté de se suicider, mais sans succès. Et il ordonna à un de ses esclaves de le tuer. C'était le dernier roi de Numidie orientale et que je pense avec l'histoire la plus triste parmi toutes les histoires qu'on a vues avant. Ainsi l'ouest du royaume est donné à Bocchus et l'est est accordé à Citius qui est le chef de l'armée de Jules César. La Numidie devient alors la province d'Africa Nova. C'est le nom qu'ils ont donné au nouveau royaume numide. Jusqu'à ce que Auguste, le successeur de Jules César, rend son royaume à Juba II, fils de Juba, et devient roi de la Mauritanie. Et la Numidie est ainsi partagée entre la Mauritanie et la province d'Afrique qui est dirigée par un préconsul. C'est le titre de gouverneur à l'époque en gros. Sauf que évidemment, il va y avoir des problèmes. Parce que la partie de la province d'Afrique n'a pas d'autonomie administrative. Les populations se rebellent pleines de fois, surtout les Zénètes, qui sont l'un des trois grands groupes amazirs durant la période romaine. À leur tête, le héros Tacfarines. Alors non, pas le chanteur, même si je pense que son pseudo vient de celui-ci. Et le Tac résiste aux Romains durant 7 ans, jusqu'à sa mort en 24 après Jésus-Christ en Mauritanie, au cours d'une bataille contre les forces du préconsul d'Afrique. À partir de ce moment-là, tout le monde essayait de vivre en paix. Les Amazirs mélangés avec les Romains avec les Amazirs, mais ça ne va pas durer longtemps. Au IIe siècle, le christianisme s'implante comme nouvelle religion. En l'an 313, il y a eu les crises politiques et économiques romaines, et les Amazirs trouvent cette nouvelle religion comme prétexte pour une nouvelle révolte. Et ainsi, le culte donatiste se développe et refuse d'accepter l'autorité religieuse de l'empereur et exige la séparation de l'État de la religion. C'est ce qu'a essayé de faire Matublounes quelques siècles après et qui lui a coûté la vie. Mais on y reviendra plus tard. Quelques années plus tard, en 430, l'Empire romain se retire de l'Afrique du Nord. Pas parce que les Amazirs ont obtenu l'indépendance, non, mais plutôt parce qu'il y a eu de nouveaux occupants, les Vandales, qui sont venus prendre leurs terres, nos terres. Saint Augustin, qui était romain d'origine amazigh et qui est l'un des derniers symboles de l'intégration de la population amazigh au sein de l'Empire romain, trouve la mort par les Vandales. Et par la suite, les Amazirs, sous le règne de Cabaon, réussissent à s'emparer des Aurès, sortant victorieux face aux Vandales. Un siècle plus tard,
Les Byzantins, l'empire qui est apparu au moment où l'empire romain se divise progressivement et qui vont exercer un pouvoir en Afrique du Nord, ce qui a provoqué l'organisation de plusieurs États amazirs. Les Djerawa, les Maghrawa, les Awarba et les Zénètes, où on trouve le chef amazir le plus connu de cette période-là, Koussaïla. De l'autre côté de la carte, il y a eu le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 632, qui donnera naissance aux conquêtes arabo-musulmanes. Uqba ibn Nafi' à la tête de l'invasion arabe au Maghreb. Il a construit la ville de Qayrawan en Tunisie. Puis les Arabes ont réussi à prendre Carthage. Et la seule résistance de cette époque-là, vous commencez maintenant à connaître la chanson, c'était bien évidemment les Amazirs, dirigés par la reine des Aurès, Dihya, et surnommée El-Kahina. Au même moment, les Byzantins qui profitent pour s'emparer de Carthage pendant que Dihya remporte la bataille contre les Arabes. Et par la suite, les Arabes ont pu récupérer Carthage et vaincre et tuer El-Kahina. Des années se sont passées et il faut savoir aussi qu'à cette époque, pour propager une religion comme l'islam, ils vont pas juste venir toquer chez toi et te dire voilà le Coran, si tu veux, prends-le, si tu veux pas, ne le prends pas. Ça se passe pas comme ça. Là-bas, enfin plutôt à cette époque-là, tu deviens musulman ou t'es mort. C'est aussi simple que ça. Et donc, les Amazirs, par manque de puissance, ils se convertissent à l'islam. Et dire que s'il y avait une grande résistance amazigh à ce moment-là, je ne serais probablement pas musulman aujourd'hui. L'histoire est tellement bien faite quand on y pense. Et juste après leur conversion, les Amazirs prêtent main forte à Tariq ibn Ziyad à la tête de l'armée Omeyyade, qui s'en va à la conquête musulmane de l'Hispanie, qui sera nommée plus tard l'Andalousie. On peut penser ici que tout le monde est uni, arabe comme amazir, et qu'il n'y aura pas de problème. C'est mal connaître les êtres humains. La discrimination. Les Amazirs ont été souvent traités comme des personnes de second rang, ce qui a fait émerger la plus puissante tribu amazir, les Banu Ifren, à Tlemcen en Algérie. Et avec l'aide de Abu Qura, ils ont repoussé les deux puissantes dynasties du nord de l'Afrique, les Omeyyades et les Abbassides. Puis ensuite, il y a eu les Fatimides en 945, où Abu Yazid de la grande tribu des Banu Ifren organise sans succès une grande révolte amazigh pour chasser les Fatimides. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les noms amazirs se font arabiser petit à petit. Là, on a Abu Yazid, et juste après, on a un dénommé Bolorin ibn Ziri, qui est fondateur de la dynastie amazigh des Zirides, à qui le calife fatimide confie le soin de gouverner la province en son nom. Ainsi, les Zirides prennent petit à petit leur indépendance vis-à-vis du calife fatimide, ce qui entraînera une rupture avec ce dernier. En réponse à cette trahison de nos chers ancêtres, les Fatimides envoient les tribus arabes nomades, les Hilaliens et les Banu Sulaym qui se répandent dans toute l'Ifriqiya. C'était l'Afrique du Nord au Moyen-Âge. Pendant ce temps, la dynastie ziride tente sans succès de récupérer une partie de son territoire perdu en s'appuyant sur la piraterie et le commerce maritime. Les historiens arabes sont tous d'accord pour dire que la migration des Hilaliens était l'événement le plus crucial du Moyen-Âge maghrébin et qui a bouleversé l'équilibre traditionnel entre les nomades et les amazirs, ce qui a entraîné un métissage de la population. Ibn Khaldoun a fait tout un tableau résumant les dynasties de l'Afrique du Nord, dont les dynasties amazirs. Pour les plus curieux, je vous mets le lien en description. Du coup, selon Ibn Khaldoun, chaque région du Maghreb est constituée de plusieurs tribus. Parmi les plus grandes tribus de ce moment-là, on retrouve les Sanhaja, les Ouara, les Zénètes et plein d'autres. Et les dynasties qui ont émergé de ces tribus, on a les Zirides, Almoravides,
qui sont les ancêtres de Imravdan de la Kabylie, les Hamadides du côté Sanhaj et du côté Zenet, on a Banu Ifren et Maghrawa qui se basent à l'ouest, aux alentours de l'actuel Maroc. Comme à cette époque, il n'y a pas de politique, les gens règlent leurs désaccords avec la baston. Et les problèmes vont commencer entre les Amazirs. Ils vont se faire la guerre pendant des siècles, jusqu'au début du XVIe siècle, avec l'arrivée des Espagnols et des Ottomans, ce qui mettra fin aux dynasties Amazirs et les pousse à se séparer dans leur profond, ce qui a mené à la création de plusieurs tribus qui n'ont aucun lien commun ni dans la langue, ni dans la tradition, ni dans l'espace géographique, ni dans la religion et même dans les comportements, jusqu'à créer leur propre royaume indépendant comme le royaume des Beni Abbès et le royaume de Koukou. En 1830, la France débarque en Algérie et certains Amazirs que je pense la plupart d'entre vous vont reconnaître se révoltent et organisent plusieurs guerres pour défendre leur territoire. L'émir Abd el-Qader, qui d'après ses dires était un descendant des Banu Ifren, qui a lutté pendant 15 ans après avoir déclaré la guerre aux Français en 1832. Il y aura après lui la résistance menée par Lalla Fatm. Qui me lisait Lalla Fatman Soumer. Magnifique. Qui est originaire de Tizi Ouzou. Viens de chez nous, mon pote. Au début des années 1870, la révolte est menée par Sheikh al-Muqrani, grâce à un mouvement de 250 tribus, près du tiers de la population algérienne. À partir de ce moment, pendant près d'un siècle, il y aura quelques petites révoltes, mais vite calmées par l'armée française. Jusqu'à ce que... Eh oui, mon pote, le 1er novembre 1954, la révolution algérienne commence. Pendant la révolution, les Amazirs vont être en première ligne, principalement en Kabylie, comme le révolutionnaire algérien Ben Ramadan, qu'ils ont surnommé l'architecte de la révolution. Kerim Belkacem, celui qui a signé les accords d'Évian le 18 mars 62, tous les deux viennent de la Kabylie. Hussein Ait Hamed de Tizi Ouzou en Kabylie, Farhat Abbas de Djidjel, Belkacem Rajef de Larvana Thirathen. Même les femmes font pas exception dans cette révolution. Hassiba Ben Bouali, originaire de Aqvou, est le plus honorable de tous à mes yeux, la bête noire de l'armée française, j'ai nommé Amirouche Ait Hamouda, ou le colonel Amirouche, tout simplement. Dites-vous qu'il a causé tellement de dégâts aux Français, au point qu'il le surnommait le loup d'Ekfadou, ou même Amirouche le terrible, ou même le lion du Djebel, qui veut dire la montagne, Djebel, montagne. À l'ouest de cet affrontement, on trouve aussi des révoltes chez nos frères marocains menées par des Amazirs. Parmi elles, la guerre du Rif à sa tête Abdelkrim al-Khattabi qui opposait les tribus Amazirs du Rif aux armées françaises et espagnoles. D'autres luttes un peu plus tard dans le Rif menées par Mohamed Amzian. Dans le sud du pays, les tribus Amazirs se sont soulevées sous la direction du chef Mouha par Hamou Zayani. Même histoire en Libye. Face aux Italiens, on trouve à la tête de cette révolution Omar al-Mukhtar, surnommé Cheikh des militants, un chef musulman libyen d'origine amazigh. Après l'indépendance, plein d'Amazirs ont migré en France et un peu partout en Europe, et les autres dans des tribus locales. En Algérie, les Chaouis, les Kabyles, les Mozabites, les Touaregs, les habitants du Ouarsenis à Tiaret, descendants directs des Banu Ifren et Maghrawa. Au Maroc, les Rifins, les Chlouh, les Beni Snassen, les Zayen et Zemour, et plus encore. En Libye, les Yafran. En Tunisie, les habitants de Matmata, les Mzab ou encore les Zénètes. En Espagne non métropolitaine, les habitants des îles Canaries. Les Amazirs sont partout. Après la fin de la colonisation française de l'Afrique du Nord,
se développe un retour aux revendications linguistiques amazirs, notamment lors du printemps berbère qui désigne l'ensemble des manifestations se tenant le 20 avril 1980 en Kabylie. Je vous explique en bref l'origine de ce mouvement. Depuis l'indépendance de l'Algérie, la langue arabe prend le dessus sur la langue française. Et en 1979, le gouvernement décide de renforcer l'arabisation et de privilégier la langue arabe à l'école et laisser de côté les langues berbères. Pas besoin d'un dessin, les Amazirs s'en foudragent. Et le déclenchement lui-même de manifestations vient de l'annulation d'une conférence sur la poésie kabyle prévue pour avril 1980 par Mouloud Maamri à l'université de Tizi Ouzou. Et cette conférence a été annulée par le wali de Tizi le 10 mars 1980. Donc c'était la goutte de trop. À partir de ce moment, les manifestations et les grèves se succèdent, de nombreux blessés et des arrestations. Le 17 avril, le président algérien déclare que l'Algérie est un pays arabe musulman algérien. 2 jours après, la nuit du 19 et 20 avril, l'université de Oued-Aïssi est prise d'assaut par les forces de l'ordre où on compte à ce jour 128 morts et des milliers de blessés. Et là, vous vous dites que ces manifestations n'ont rien rapporté à la communauté et qu'ils n'ont pas été écoutés. Alors non, le printemps berbère est considéré comme la lame qui tranche le tabou linguistique et culturel en Algérie et qui a mené d'autres chercheurs étrangers à s'intéresser à l'histoire des Amazirs. Dites-vous que peut-être, je dis bien peut-être, que sans ces manifestations, la vidéo n'existerait pas. Cette vidéo-là que je suis en train de faire n'existerait pas. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a poussé, c'est le printemps berbère qui a poussé les gens à s'intéresser à la culture amazigh et qui ont écrit des trucs sur la culture amazigh. Il n'y aurait pas d'endroit où trouver des réponses, il n'y aurait pas d'endroit où faire des recherches sur cette culture, sur son histoire, l'histoire des Amazirs, et que la culture amazigh allait s'éteindre s'il n'y avait pas ce printemps berbère. Allah yarhamhum. Des années passent où la lutte contre l'arabisation et la liberté d'expression continue avec la plus grande figure de la chanson kabyle sur le territoire amazigh. Vous le connaissez tous? Matoub Lounès. Seulement, on n'a pas préparé ça à la base. Ah, que dire de ce monsieur? Je pourrais faire une vidéo que pour lui, tellement il a fait beaucoup de choses, qui a été malheureusement assassiné en 1998. On est le 18 avril 2001, un gendarme tire sur un jeune lycéen, Germah Massinissa, âgé de 18 ans, à Beni Douala en Kabylie. Les Kabyles laissent pas passer ce genre de choses et se révoltent contre la gendarmerie, ce qu'on appellera plus tard le printemps noir, Fefsut Teberkent, en Kabyle. Il y a eu 126 morts et plus de 5000 blessés, et qui donne à naissance au MAK, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Le MAK appelle tous les Kabyles à rejoindre la marche de la liberté pour une Kabylie libre et autonome. Finalement, le président Bouteflika a accepté certaines revendications des Kabyles. Le patriote que je suis ne pouvait pas imaginer qu'un seul instant que l'on puisse discuter en Algérie de l'unité nationale et de l'indivisibilité de l'Algérie. Les gendarmes se sont retirés de la Kabylie et Tamazight a été introduite comme langue nationale dans la constitution algérienne de 2002, puis comme langue officielle en 2016. Et au Maroc, elle a été officialisée en 2011. Toi, entre moi et toi qui me regardes depuis tout à l'heure, est-ce que tu te considères comme étant amazigh avant d'être algérien ou marocain ou tunisien, ou tu te considères comme quelqu'un qui va me dire « Ah non, 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 moi j'ai un passeport algérien, je suis algérien avant tout. » Alors, pause. Si tu me réponds comme ça, je t'invite à re-regarder la vidéo encore une fois et tu reviens à ce moment-là. Ok? S'il vous plaît, ne confondez pas la nationalité et l'identité. Sinon, ça va mal se terminer. J'ai oublié de vous parler d'un point très très important de l'histoire des Amazirs et qui est Yennayer.
qu'est-ce que c'est qu'Yennayer? Alors Yennayer est tout simplement le premier mois du calendrier amazigh. Comme janvier, calendrier grégorien. Et ça a été choisi par des militants amazighs le 12 janvier de l'année 950 avant Jésus-Christ, qui représente le jour où Sheshnak a accédé au trône et a commencé son règne en Égypte en tant que pharaon. Et bien sûr, il était d'origine amazigh. Non, ne serait pas mentionné dans cette vidéo. Alors la raison pour laquelle j'ai pas développé l'histoire de Sheshnak, c'est juste parce qu'il y a eu trop de polémiques récemment avec la construction d'une statue en son honneur à Tizi Ouzou en Kabylie, qui a soulevé une polémique entre Algériens et Égyptiens. Les Égyptiens disent « Comment ça, un pharaon de chez nous, vous lui faites une statue en Algérie ?» Et les Algériens répondent qu'ils ont totalement le droit vu qu'il est d'origine amazigh. Et récemment, en 2021, le ministre libyen de la Culture partage un communiqué où il calme un peu les tensions en disant que Sheshnak est d'origine amazigh et issu d'une tribu libyque et leur explique en gros qu'il est ni algérien ni égyptien. Vous vous calmez. Un écrivain algérien a rajouté suite à cette polémique que l'Algérie fait pas la concurrence à l'Égypte par rapport à son histoire, mais qu'ils sont juste dans le partage historique. Une autre polémique aussi a éclaté entre les Amazirs après la construction de cette statue. Une partie dit que Sheshnak est légitime pour être le symbole amazigh et d'autres disent pourquoi Sheshnak et pas Jugurtha ou Massinissa et d'autres héros de la Numidie. Et c'est à cause de tout ça que j'ai pas voulu développer le sujet Sheshnak. Comme ça, je reste le plus objectif possible, vu que c'est encore flou à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je pourrais bien rajouter d'autre à propos des Amazirs? Le drapeau, ça je pense que tout le monde connaît aussi. Sur YouTube, drapeau, signification, ça te donne. Bon, je vais le faire quand même. Comme ça, on aura une vidéo vraiment complète des Amazirs. Alors le bleu du drapeau amazigh, c'est la mer au nord de l'Afrique. Le vert, c'est les montagnes et les terres des Amazirs. Le jaune, c'est le désert du Sahara. Et le symbole en rouge, c'est un Z, on le prononce Yez, en fifinard, qui est un système d'écriture de Tamazigh et qui fait référence au sang des martyrs amazirs. Je pourrais parler aussi des différentes traditions, les tatouages, les danses, les musiques et tout. Ça, je pense que je vais laisser ça pour une autre vidéo, sinon je vais jamais finir cette vidéo, elle est tellement longue déjà. Donc, en conclusion, le peuple amazigh est passé de la préhistoire à l'Antiquité, où il y a eu les guerres puniques au royaume numide, l'arrivée des premières religions à la fin de l'Antiquité, les différentes dynasties amazighes, puis leur affaiblissement, la colonisation française, la révolution algérienne, et la lutte pour l'acceptation de Tamazigh après son indépendance. Et moi, je me retrouve à vous raconter tout ça en étant en France. J'ai des amis en Amérique, en Chine, en Belgique, en Angleterre, au Canada. On est partout. Tout ça pour vous dire que peu importe où que vous soyez dans cette planète, personne, je dis bien personne, ni même vous, ne pourra vous enlever cette identité amazigh. Elle est gravée à jamais dans notre âme. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'ici, jusqu'à la fin. Et j'espère que ça vous a appris plein de choses sur vos ancêtres. Et pour les non-berbères qui regardent, merci pour votre curiosité. Ça me touche vraiment. C'était l'histoire de mon peuple, l'histoire des Amazirs.
frère.